Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui vont arriver. Et puis bonjour, bonsoir à ceux qui regardent en différé. Salut Bloody Sunday, salut Cielmania. Bienvenue. Toujours au rendez-vous, ça fait plaisir. Alors, bon, on va attendre 2 minutes quand même que des gens arrivent. Du coup, je vais présenter ce qu'on va faire. Donc, comme je l'avais dit lors du dernier live, on va commencer un petit peu à s'intéresser à l'astrophysique. Salut Christian, salut Pouli55. Merci d'être là, toi aussi. Donc voilà, on va entamer un petit cycle astrophysique qui va probablement se passer d'ailleurs en deux sessions, parce que plus j'ai bossé sur le truc et plus je me disais que ça allait être long de faire ça en une seule session. Salut Mario, 129 Mario. Alors ça c'est incroyable quand même, parce que je vous raconte ma life, hein, comme on dit. 129 Mario, en fait, est quelqu'un de ma famille, sauf que il savait pas que je faisais du Twitch et on s'est eu au téléphone il y a pas longtemps. Je lui ai demandé un renseignement parce que c'est un excellent réparateur PC et j'avais un petit problème de carte graphique. D'ailleurs, peut-être que j'aurai des bugs ce soir parce que j'ai fait une mise à jour pilote et peut-être que ça me provoquera des problèmes. Et en discutant avec lui, je lui dis ouais voilà, j'en ai besoin parce que je fais du live où je diffuse du planétarium spatial. Et puis il me dit ah tiens c'est drôle, moi je suis un gars sur Twitch qui diffuse des trucs aussi dans l'espace. Son nom c'est quelque chose comme Notre Terre ou Notre Planète. Je dis ah bon, t'es sérieux? Vraiment c'est étonnant parce que moi j'ai un live qui s'appelle Notre Espace. Ah bah ouais c'est peut-être ça. Et donc voilà, en fait il m'a trouvé mais vraiment par hasard sans savoir que c'était moi. Et il me suivait, voilà. Donc c'est vraiment rigolo. Twitch est tout petit, est vraiment tout petit. Donc je disais, voilà, on commence une session astrophysique qui va se passer en deux temps. On va s'intéresser ce soir aux étoiles, mais pas n'importe lesquelles, parce qu'en fait il y a trop à dire sur les étoiles, ça ferait une trop longue session. On va se cantonner à ce qu'on appelle les étoiles naines. Alors je vais déjà préciser, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués, il y a des étoiles naines et des étoiles géantes, ça je pense que pas mal de gens en ont entendu parler, mais on n'a jamais entendu parler d'étoiles moyennes. En fait, c'est pas une catégorie en astronomie, étoile moyenne. On pourrait considérer que le Soleil, par exemple, est plutôt une étoile moyenne, mais en fait, les étoiles sont soit naines, c'est le cas du Soleil d'ailleurs, soit géantes. Et dans la catégorie des étoiles géantes, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Il y a les étoiles en fin de vie, qui sont devenues un petit peu dégénérées, qui ont démesurément gonflé. C'est ce qu'il adviendra du Soleil dans 5 milliards d'années environ, un petit peu moins. Et c'est aussi le cas d'étoiles super géantes ou hyper géantes qui sont 1000, 2000 fois plus grandes en diamètre que le Soleil. Mais c'est aussi le nom qu'on donne à des étoiles très jeunes. Donc je dis en général oui les étoiles dégénérées qui sont devenues géantes, c'est des étoiles en fin de vie. Mais il y a aussi le cas, je vous en avais montré, d'étoiles très jeunes, par exemple dans la nébuleuse d'Orion. Il y a toute une flopée de jeunes étoiles qu'on appelle d'ailleurs, qu'on voit très bien avec des télescopes amateurs, qu'on appelle le trapèze d'Orion par exemple. Ces étoiles ont un âge, alors bon, ça fait toujours rire quand je dis que c'est jeune, elles ont 300 000 ans environ. Donc c'est sûr que 300 000 ans, pour nous, c'est quand même déjà vénérable. Hein. Quand on atteint 300 000 ans, on a déjà une belle retraite. Je pense qu'on coûte assez cher à la société. Mais pour les étoiles, en fait, 300 000 ans, c'est pas grand-chose. Hein. Le Soleil a une espérance de vie de 10 milliards d'années. Donc 300 000 ans pour lui, c'est vraiment l'équivalent d'une semaine pour nous. Mais pour des étoiles géantes qui naissent déjà avec des masses considérables, comme celle du trapèze d'Orion, qui ont voilà, 15 masses solaires de naissance, elles vont vivre beaucoup moins longtemps que le Soleil. Et on les appelle aussi des géantes. Voilà. Donc elles, en fin de vie, quand elles vont gonfler, parce que même une étoile qui naît géante en fin de vie va gonfler, alors je détaillerai le pourquoi un peu plus tard, ces étoiles peuvent devenir super géantes, comme c'est le cas de super géantes comme Betelgeuse par exemple, ou VY Canis Majoris, enfin toutes ces étoiles dont les passionnés d'astronomie ont entendu parler, qui sont tellement impressionnantes parce qu'elles font voilà, sans problème 1000 fois le diamètre du Soleil. Donc c'est considérable, hein. Vous mettez ça dans le système solaire,
vous retirez le Soleil, vous mettez une de ces étoiles supergéantes et en fait son orbite inclut, son diamètre inclut les orbites de par exemple Jupiter et de Saturne. Donc c'est vraiment des étoiles considérables. Donc voilà, j'en reviens à ce que je disais, il n'y a que deux catégories d'étoiles en fait. Il y a les étoiles naines qui ont des diamètres qui vont de allez, 3, 4, 5 fois le diamètre du Soleil à beaucoup moins. Et vous avez les étoiles géantes ou sous-géantes. Si, c'est vrai qu'il y a une catégorie de sous-géantes, comme Arcturus par exemple, qui fait une vingtaine de fois le diamètre du Soleil. Mais bon, c'est une catégorie un peu alternative, les étoiles restent très peu de temps à ce stade-là, et voilà, elles passent l'essentiel de leur vie en stade de naine, pour le cas du Soleil par exemple, et ensuite les derniers millions d'années de leur vie en stade de géante. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction, et je vous présenterai des étoiles très étonnantes qu'on connaît maintenant depuis pas si longtemps que ça, on va dire depuis 150 ans environ, et qui ont, à mon sens, un peu ouvert la porte à l'astrophysique qu'on connaît aujourd'hui et qui passionne beaucoup, l'astrophysique des trous noirs, des objets compacts en fait, hein, de ces objets dans l'espace qui possèdent une gravité, une compacité qui fait que leur gravité est vraiment extrême, et ça a commencé par des petites étoiles en fait. Voilà, alors je pense que j'ai assez introduit la chose, on va commencer avec des images. Alors, une fois n'est pas coutume, tiens, la dernière fois je voulais commencer quand je parlais des lunes par un petit poème, bon, j'ai oublié, un poème de Léopardi qui parle de la lune. Cette fois-ci je commencerai avec Van Gogh. Donc voilà, on a les fameuses nuits étoilées de Van Gogh. Alors il en a fait deux de ces tableaux, hein. Celui-ci, il est assez chouette parce que c'est sur le Rhône, je crois. Il s'appelle comme ça, Nuit étoilée sur le Rhône, il me semble. Et on voit assez nettement la Grande Ourse. Et puis il y en a un autre qui est sans doute le plus connu. Voilà. Alors celui-là, on a une très belle lune. On a, paraît-il, Vénus à côté du Grand Cyprès. Et certains disent que l'espèce de grand tourbillon blanc là, qui court dans le ciel ne serait pas des nuages, mais serait une évocation de la galaxie du tourbillon, qui bien sûr n'est pas visible à l'œil nu, mais qu'à l'époque de Van Gogh, en 19e, on avait déjà photographié plein de fois. Voilà, alors, on va lancer le logiciel de Planétarium. Tout le monde m'entend bien en fait? Parce que je parle là depuis 10 minutes, mais si vous ne m'entendez pas, il faut le dire. Oui, très clair? Ok, super. Alors, pour commencer, donc je vais retirer ce très cher Van Gogh. Donc on va commencer un coucher de soleil, tout simplement. Alors je vais peut-être enlever ma trogne, parce que c'est bon, vous m'avez assez vu maintenant. Ça ira bien. Donc, je disais, au coucher du soleil, en ce moment, c'est toujours le cas, on a donc Jupiter qui est assez basse sur l'horizon. Et au-dessus, là, on a Vénus. Si on continue, alors là j'ai fait apparaître les orbites, en fait on a le plan de l'écliptique du système solaire. Si je continue au-dessus, là, voilà, on a Mars. Ici, là où il y a mon petit pointeur. Voilà. Mais c'est pas pour vous parler de ça. Euh, Alors d'ailleurs, tiens, avant de parler d'étoiles très différentes, on va quand même parler un petit peu de notre Soleil, et puis je vais vous montrer des rapports de taille, parce que c'est important pour avoir ça à l'esprit, pour comprendre, pour mieux apprécier ce dont on va parler ensuite. Donc là, on a un petit graphique du système solaire. Donc à gauche, évidemment, vous avez notre étoile, cette immense boule de gaz en fusion thermonucléaire, qui fait donc 110 fois le diamètre de la Terre,
Vous avez la plus grosse là, à droite qui est assez visible, c'est Jupiter. Et en fait, la Terre, elle est toute petite là. Voilà, là, vous avez la Terre. Ici, là où je zoome. Donc, à un moment donné, quand je vous parlerai de taille d'étoile, il faudra avoir à l'esprit que voilà, notre Terre, elle est vraiment absolument minuscule par rapport au Soleil. C'est vraiment négligeable, elle fait la taille des petites taches solaires là, hein, que vous voyez, les petits points noirs à la surface du Soleil. La Terre, c'est de ce genre-là. Il y a un seul truc sur lequel la Terre est, entre guillemets, forte dans le système solaire, c'est en termes de densité. Regardez, là, si je fais apparaître donc le graphique des densités, les trucs les plus denses vont être à gauche. Et bien en fait, la Terre, c'est le corps le plus dense du système solaire, du moins parmi les corps principaux. Hein, elle est là, la Terre. Hop. Elle est ici, tout à gauche. On voit qu'elle est plus dense que toutes les autres planètes et plus dense que le Soleil. Voilà, donc il faut avoir ça à l'esprit. Et ensuite, je vais vous présenter d'autres étoiles. Donc le Soleil, c'est ce qu'on appelle une naine jaune. Elle est jaune à cause oui, on dit qu'elle est jaune, on la voit jaune, blanc-jaune en fait, à cause de sa température de surface, qui est à environ 5700 degrés. C'est la température de sa photosphère en fait, de ce que nous on voit du Soleil. C'est-à-dire cette espèce d'enveloppe jaune qui dégage la lumière, c'est pour ça qu'on l'appelle photosphère, hein. C'est de là que le rayonnement solaire s'échappe de la surface. Donc, les astronomes connaissaient pas mal de types d'étoiles, avaient sans doute remarqué qu'il y avait des étoiles déjà très grosses. Et en fait, alors au 19e siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Fraunhofer, qui ne sera pas le premier à le faire, mais qui sera le premier à en tirer vraiment quelque chose. On va comprendre qu'on peut, un peu comme a fait Newton avec un prisme, on peut décomposer la lumière des étoiles et du coup comprendre quelle est la température de ces étoiles. Et quelqu'un va le faire au sujet du Soleil. Il va découvrir ce qu'on appelle les raies d'absorption, les raies de Fraunhofer. Et voilà donc à quoi ressemble en fait la carte d'identité du Soleil. C'est vraiment ça, parce que chaque étoile va avoir des raies d'absorption différentes, va avoir une température de surface qui lui est propre, et pour les astronomes professionnels, cette température de surface va être super importante. C'est à partir d'elle et d'équations un petit peu compliquées qui vont arriver à déterminer par exemple le diamètre d'une étoile. Donc là vous voyez vraiment ce qu'on appelle le spectre continu du Soleil, vraiment sa carte d'identité. Et le maximum d'émissions du Soleil se situe on va dire entre le vert et le jaune. Et nous on le voit jaune à cause de l'atmosphère et de la manière qu'ont nos yeux de fonctionner. Donc ça c'est pour le Soleil. Ok. Toutes les étoiles ont un spectre continu différent et qui leur sont propres. Je vous montre un autre spectre. Voilà, hop. C'est plein d'autres spectres, pardon. Alors là, on voit, donc, ça fait penser à un arc-en-ciel. Hein. On a du bleu au rouge, qui sont donc les longueurs d'onde que diffusent les étoiles. Et vous voyez, il y a des lettres à gauche. Alors, on a O, B, A. Alors les astronomes ont un moyen pour retenir, un moyen mnémotechnique pour retenir ces différentes lettres qui sont les types différents d'étoiles. C'est O, B, a fine guy ou a fine girl, kiss me. Donc O, B, A, F, G, K, M. Les étoiles les plus chaudes sont les étoiles bleues, donc les étoiles de type O, B, A, etc. Et G, c'est par exemple les étoiles jaunes comme le Soleil. Et K et M, c'est les étoiles rouges. K, ça va être par exemple des étoiles oranges, et M, c'est les étoiles rouges. Donc on peut avoir des étoiles géantes qui sont des deux côtés de ce spectre. On peut avoir des étoiles géantes bleues, on peut avoir des étoiles géantes rouges. Ça, c'est vraiment que la température de surface. Bien. Maintenant, il s'est trouvé... Alors, je vais faire apparaître les constellations. Voilà. Il s'est trouvé qu'au 19e siècle... Je vais faire avancer un petit peu l'heure pour qu'on voit plus d'étoiles, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Voilà. Donc, il s'est trouvé qu'au 19e siècle,
on a commencé à découvrir des étoiles un petit peu étonnantes. Les fameuses, je ne vous ai pas encore dit le nom, mais c'est surtout de celles-là dont j'ai envie de parler, les naines blanches. Alors pourquoi j'ai vraiment envie de parler des naines blanches ce soir? Parce que voilà, les naines jaunes, bon, on connaît plus ou moins, c'est le Soleil. Les naines oranges, c'est pas hyper fascinant parce que c'est des étoiles en fait comme le Soleil, mais légèrement moins chaudes, mais qui sont vraiment semblables au Soleil. Les naines bleues, on en parlera un petit peu, comme enfin les étoiles bleues, comme par exemple Vega ou autres, mais qui sont des naines. Et les naines blanches sont vraiment des étoiles très particulières, parce que ce sont des étoiles quasiment mortes, qui ne font plus de fusion thermonucléaire, donc qui n'ont plus cette même manière de dégager de la lumière qu'ont les étoiles. Et en fait, voilà, on a commencé à les découvrir en 1800 et quelques. Et la première, alors bon, il y a un petit débat, si vous faites des recherches sur Wikipédia et autres, vous pourrez trouver que c'est Sirius B, la première a été découverte, mais c'est probablement plutôt 40 Eridan B, donc qui est dans la constellation que vous voyez en bas, la Eridan. Donc je fais apparaître, voilà, mon petit pointeur. Et donc on a des astronomes, Russell, Pickering et Fleming, qui vont observer cette étoile. Alors le premier à l'avoir observé, c'est Herschel, le fameux William Herschel qui a découvert, et qui travaillait beaucoup avec sa sœur Caroline, qui n'était pas sa femme, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, qui est bien sa sœur, qui a découvert Uranus et qui a énormément étudié le ciel. Et il a vu cette étoile, mais bon, il n'a pas vraiment compris ce que c'était. En fait, cette étoile, on va zoomer dessus. Elle est, comme beaucoup d'étoiles, en fait, une étoile qui n'est pas toute seule, c'est une étoile qui est en couple. Et même un sacré couple, parce qu'en réalité, elles sont trois. C'est une histoire à trois. On a Eridan A, qui est justement une naine orange, donc de spectre K, c'est-à-dire qu'elle est légèrement moins chaude que le Soleil, elle fait 80% de la masse du Soleil, elle est à peu près comparable au Soleil. Et puis au-dessus, là, on a une petite étoile qui brille très peu, et encore une autre qui brille encore moins. Alors c'est assez rigolo parce que en traînant sur Twitter, je suis tombé sur des photos de Serge Brunier, qui est un astrophotographe assez connu. Et justement, à la fin de l'année 2022, c'est les dernières photos qu'il a publiées. C'est exactement ce que je suis en train de vous montrer. Donc je lui ai demandé si ça le gênait pas que je diffuse ces photos, et il m'a dit qu'il allait m'attaquer en justice et autres. Donc bon, j'ai compris que en fait ça le gênait pas du tout, il plaisantait. Et donc voilà, là vous avez Eridan A, B et C. Donc comme son télescope inverse gauche-droite, hein, vous avez Eridan A qui est à droite, Eridan B dont je vais vous parler qui est quasiment au centre, qui brille beaucoup moins que celle de droite. Et puis légèrement au-dessus à droite, vous avez Eridan C qui est une naine rouge. Bon. Donc j'enlève cette belle photo et je vais vous amener voir. Alors bon, on peut aller voir la naine orange. Hein. Tac. Alors on va voir les constellations qui se déforment, hein, comme on en a déjà parlé, quoi qu'elle n'est pas très loin, donc les constellations vont très peu se déformer. Elle est à quelques dizaines d'années-lumière. Donc voilà, ça c'est une naine orange. Donc bon, ça ressemble beaucoup au Soleil. Hein. Mais quand je dézoome, voilà, on se rend compte qu'il y a d'autres étoiles qui viennent avec. Et donc, ah non, ça c'est une planète. C'est pas ça que je voulais. Voilà, elles sont là. Alors, on a une naine rouge qui est là. Elle veut pas? Ah si, elle veut. Une naine rouge, alors c'est une étoile, mais presque plus déjà une étoile. C'est-à-dire que les naines rouges, elles sont vraiment à la frontière des étoiles qui sont capables de faire de la fusion thermonucléaire. Elles ont tout juste la masse qu'il faut pour que la gravité et la chaleur soient suffisantes en leur cœur pour qu'il y ait de la fusion thermonucléaire. Donc c'est des étoiles qui peuvent faire 10% de la taille du Soleil. Celle-ci fait 20% de la masse du Soleil, par exemple, et 30% de la taille du Soleil. Bon. On connaissait déjà ces étoiles, je crois, à l'époque, parce qu'elles ont encore une taille, entre guillemets, raisonnable. Même si elles brillent pas trop, en plus elles sont petites, donc elles dégagent pas énormément de lumière, et comme elles sont plus froides, elles sont pas évidentes à voir. Mais ce
qu'ont observé pour la première fois les astronomes à ce moment-là, c'est un tout autre type d'étoile. Voilà, un astre mort. Donc cette étoile, elle ne fait que 10%, même pas 10%, qu'est-ce que je raconte, 0,014 de la masse du Soleil. Donc c'est-à-dire qu'elle fait presque un centième de la taille du Soleil. C'est-à-dire qu'en fait, elle a la taille de la Terre, à peine plus. Elle doit faire... Bah oui, voilà, d'ailleurs c'est écrit, j'allais dire 20 000 km de diamètre, c'est ça, elle fait 19 000 km de diamètre. Cette étoile, elle est à peine plus grosse que la Terre. Et pourtant, elle contient 50% de la masse du Soleil. C'est-à-dire, imaginez, vous avez le Soleil, vous en prenez la moitié, donc ça reste encore quand même un bel objet, hein, la moitié du Soleil, et vous le comprimez jusqu'à ce qu'il ait plus que la taille de la Terre. Là, vous obtenez quelque chose qui est quand même très étonnant, et à l'époque où les astronomes ont vu ça, et ils s'y attendaient pas du tout. Et j'adore d'ailleurs ce qu'a dit Russell, il me semble, ou Pickering, je ne sais plus, non c'est Russell, voilà. Il dit: j'étais en visite chez mon ami et généreux bienfaiteur, le professeur Edward Pickering. Avec sa gentillesse caractéristique, il s'était porté volontaire pour observer les spectres de toutes les étoiles, y compris les étoiles de référence qui avaient été observées dans des études de parallaxe stellaire. La parallaxe, c'est le petit mouvement apparent des étoiles sur la voûte céleste, dans le ciel, à cause du déplacement de la Terre autour du Soleil. Ce travail de routine apparente s'avéra très fructueux. Il mena à la découverte que toutes les étoiles de très faible magnitude, de petite luminosité, étaient de type spectral M, donc les étoiles rouges en fait. En discutant ce sujet, comme je m'en souviens, j'interrogeais Pickering sur certaines autres étoiles faibles qui ne figuraient pas sur ma liste, en mentionnant en particulier 40 Eridani B, donc celle que vous êtes en train de voir. À sa manière caractéristique, il transmit une note au bureau de l'observatoire et avant peu, la réponse revint que le spectre de cette étoile était de type A. Donc A, c'est les étoiles les plus chaudes. C'est des étoiles en général qui sont quand même assez massives. À l'époque, en tout cas, on ne connaissait pas d'étoiles de ce type si peu massives. À sa manière caractéristique, j'en savais assez, même en ces temps paléozoïques, pour réaliser instantanément qu'il y avait une incohérence extrême en ce que nous aurions pu appeler des valeurs possibles de la brillance superficielle et de la densité. J'ai dû montrer que je n'étais pas seulement perplexe, mais déçu de cette exception à ce qui paraissait une règle assez élégante de caractérisation stellaire, mais Pickering me sourit et dit: ce sont justement ces exceptions qui procurent des avancées de notre connaissance. Et ainsi, les naines blanches entrèrent dans le royaume des études. Donc, en fait, ils sont sidérés, parce que cette étoile, de par sa luminosité, ils en déduisent qu'elle a une densité, en fait, extraordinaire. Et juste, ils ne connaissent pas de choses qui ont une telle densité. Un autre dira, moins connu, son nom c'est, je sais plus, Opic, je crois. Il dira, alors c'est un petit peu moins joli, mais ça traduit bien leur stupéfaction. Nous apprenons au sujet des étoiles en recevant, en interprétant les messages que leur lumière nous apporte. Lorsqu'on l'a décomposé, le message du compagnon de Sirius, que je vais vous montrer après, disait: je suis composé d'une matière 3000 fois plus dense que tout ce que vous avez pu rencontrer jusqu'ici. Une tonne de ma matière serait une petite pépite que vous pourriez déposer dans une boîte d'allumettes. Que peut-on répondre à un tel message? La plupart d'entre nous, en 1914, dirent: tais-toi, ne dis pas de bêtises. Et oui, parce que comment imaginer que c'est possible qu'il existe une matière dans l'univers dont un dé, la taille d'un dé normal, d'un dé de jeu, pèse 1 tonne, 10 tonnes, voire 100 tonnes. C'est complètement inimaginable. Et donc voilà, ces étoiles, alors on pourrait penser qu'elles tournent très vite, parce que on se dit qu'elles ont rétréci sous l'effet de la gravité, mais en fait, ces étoiles ont expulsé la plupart de leur matière, de leur couche superficielle, et il ne reste plus que le cœur de l'étoile. Rien que cette définition est superbe. Une naine blanche, c'est le cœur d'une étoile mise à nu. On ne peut pas mieux le décrire que ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est ce qui reste du cœur de l'étoile, complètement dépouillé de son enveloppe. Donc c'est ce que vous avez sous vos yeux. Et alors on peut le faire accélérer, hein. Voilà. Mais la plupart des naines blanches ne tournent pas très très vite. Il y en a qui tournent vite, mais la plupart ne tournent pas très très vite. Alors, je vous emmène en voir une autre, et puis après, on passera un petit peu à autre chose.
Je vais vous emmener voir peut-être la plus connue des naines blanches, qui est... Alors tiens, si je fais apparaître les constellations, on est un petit peu loin, ouais. Donc je les ai bien déformées. Je vais essayer de leur faire reprendre à peu près la forme qu'elles ont et que vous leur connaissez. Ah oui, alors voilà, le problème c'est que j'ai bougé. Alors je vais retourner sur Terre. Tac. Voilà. C'est plus simple. Donc nous voici sur Terre, voici Orion, et voici en bas d'Orion, à gauche, le grand chien. Et avec le grand chien, il y a cette étoile là, Sirius. Donc c'est une des naines blanches les plus connues. D'ailleurs, on pourrait la voir au télescope, parce qu'elle est pas loin en fait. Elle est vraiment pas loin, elle est qu'à 8 années-lumière. Si en fait il n'y avait pas la lumière de Sirius qui nous empêchait de la voir. Alors je vais zoomer dessus et je vais vous montrer le mouvement qu'ont l'une autour de l'autre. Voilà. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'a été découverte Sirius B, hein, si je dis pas de bêtises. C'est en étudiant la parallaxe, justement le mouvement. Alors vous voyez, c'est le cercle rouge en fait, hein, la parallaxe de Sirius A dans le ciel. Voilà, là je l'ai fait tourner. Et donc, en fait, le mouvement de Sirius A est légèrement perturbé par la naine blanche. Et c'est comme ça qu'elle a été découverte. Donc ces naines blanches, elles sont tellement compactes qu'en fait, elles peuvent avoir pas mal d'effets, entre guillemets. Déjà, elles mettent très 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 longtemps à refroidir. Mais vraiment très longtemps. C'est-à-dire que théoriquement, les naines blanches devraient finir noires, mais dans un temps qui est supérieur à l'âge actuel de l'univers. Voilà, c'est ça qui est vraiment génial, je trouve, avec les naines blanches, c'est que de par leur densité, de par leur durée de vie, de par même leur gravité de surface, on entre vraiment dans les objets de l'astrophysique contemporaine qui sont complètement dingues et qui, en bout de liste, évidemment, font penser au trou noir, quoi. C'est le premier objet vraiment compact que l'astronomie a découverte et qui nous a forcé, qui a forcé les astronomes et les scientifiques à regarder à aborder physiquement les conséquences de l'existence de ces objets. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a un autre truc qui est quand même assez sympa avec les naines blanches. Alors regardez, j'ai un petit schéma ici. Hop, voilà. En fait, à cause de la compression gravitationnelle, la structure interne des naines blanches, c'est du cristal. Donc quand on a des étoiles comme par exemple Sirius, pas Sirius B que je vous montre, mais Sirius, celle qu'on voit dans le ciel, hein, cette étoile qui est une des plus proches de la Terre et qui est en tout cas la plus brillante vue depuis la Terre, qui est pas très loin d'Orion, là en bas à gauche d'Orion. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Sirius, en bas, pourquoi je parlais de Sirius? Oui, pardon, parce que cette étoile, elle va peut-être fabriquer un peu de carbone avant de mourir. Et donc tout l'intérieur de son corps, quand il va se cristalliser, de son cœur, pardon, ça va devenir du diamant. Donc on a des naines blanches qui sont quasiment intégralement du diamant. J'avais vu une étude sur une naine blanche qui était à plus de 90% cristallisée, son carbone était cristallisé, était donc du diamant. Il y a des diamants de la taille de la Terre qui voguent dans l'espace et qui tournent parfois autour d'autres étoiles. Et elles ont une autre particularité, ces naines blanches, c'est qu'elles sont tellement denses et compactes que quand autour d'elles il y a une étoile géante beaucoup moins dense, elles peuvent lui piquer de la matière. La matière des étoiles moins denses va spiraler et tomber sur les naines blanches. Alors, en tombant sur les naines blanches, elles peuvent exploser, provoquer ce que les astronomes appellent des novas, qui sont magnifiques à observer, et qui ne durent pas très très longtemps. Mais parfois, elles peuvent amener cette naine blanche à atteindre une masse critique et à la faire exploser. Et donc on a une supernova de type 1A, c'est comme ça qu'on les appelle. En tout cas, c'est une supernova, c'est une explosion d'étoiles, et c'est une explosion thermonucléaire. Et dernier petit truc au sujet des naines blanches, c'est vraiment, il y a de quoi dire. À cause
justement de la densité extrême et de la gravité extrême de ces naines blanches, en fait, il y a un phénomène très étrange, c'est que quand elles gagnent de la matière, donc quand c'est le cas, quand elles absorbent la matière d'une étoile géante, la logique voudrait qu'elles grossissent. Et bien en fait non, elles vont rétrécir. Plus une naine blanche gagne en masse, et plus elle rétrécit en diamètre. Et à un moment donné, elle explose. Et c'est de la matière complètement dégénérée en fait. Les électrons sont pratiquement collés au proton, au noyau, et c'est justement le dernier truc qui les empêche d'exploser jusqu'à cette masse critique. C'est ce qu'on appelle la pression de dégénérescence des électrons. C'est le dernier truc qui les empêche de tomber sur les noyaux, mais à un moment donné, il y a trop de matière, il y a trop de pression gravitationnelle, et même cette pression-là, elle cède, ce mur cède, et l'étoile explose. Alors, eh ben, tiens, on parle d'étoiles qui meurent, mais on peut peut-être parler d'étoiles qui naissent. Alors, je vous ai montré déjà plusieurs régions d'étoiles. On n'est pas loin d'Orion, donc ça serait quand même dommage de s'en priver. On va regarder une nouvelle fois du côté d'Orion. Voilà, donc on a la magnifique constellation d'Orion qui est là. Et au cœur d'Orion, là, on a une nébuleuse. Et j'en ai parlé, donc ça paraît assez logique de la montrer. Donc voilà, je rappelle que cette nébuleuse est visible à l'œil nu. Même en centre-ville, si vous n'avez pas un lampadaire sous le nez, elle est presque visible à l'œil nu. Alors on ne la voit pas comme ça, bien sûr. À l'œil nu, on distingue ce petit point qui est en dessous des 3 étoiles qui forment la ceinture d'Orion. Et avec des jumelles, on observe déjà une partie de sa forme. Et avec un télescope, bah là, même un petit télescope, on commence vraiment à distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va rentrer un petit peu dans cette nébuleuse. Donc, c'est quelque chose de gigantesque qui fait, alors je sais plus si c'est 20 ou 50 années-lumière de diamètre, un truc dans le genre. Plusieurs dizaines d'années-lumière de diamètre. Elle se situe à 1000 années-lumière de la Terre, donc elle est excessivement loin, mais pour vous donner une idée de sa luminosité et de sa taille, si elle était 50 fois plus près, on la verrait en plein jour, à l'œil nu. Voilà. Donc elle est vraiment gigantesque. Il reste de mémoire suffisamment de matière pour faire naître 2000 soleils environ. Et donc c'est une région remplie d'hydrogène, de l'hydrogène moléculaire. Et cet hydrogène qui va se compacter sous l'effet de la gravité et donner naissance à des étoiles. Donc, ah bah tiens, voilà, parfait. On va aller voir une de ces étoiles qui est née récemment, le fameux trapèze d'Orion, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. Voilà, on pénètre dans le trapèze d'Orion. Alors, je vais baisser un peu la luminosité parce que on n'y voit plus rien là. Tellement ça brille. Voilà. Et on a donc une étoile de type O. Donc c'est parmi les étoiles les plus chaudes en fait de l'univers. Elle fait 38 000 degrés cette étoile. 38 000 degrés. C'est 7 fois la température du Soleil. Et elle fait quelle taille environ on ne sait pas, c'est même pas marqué. On ne sait pas du tout. En masse solaire, voilà, je vous avais dit une quinzaine, vous voyez, c'est ça, on est à 14 masses solaires environ. Donc cette étoile, elle va vivre très très peu de temps. Elle va vivre peut-être 1 million d'années maximum. Donc voilà, les étoiles naissent là-dedans. Alors il y a des grosses étoiles et des petites étoiles qui naissent. Et il y a aussi une autre région très intéressante qui est proche, là, que je voulais vous montrer, qui est très connue aussi des astrophotographes. Si Elmania est toujours là, je pense qu'il l'a très souvent prise en photo. Alors je vais remettre la luminosité normale, voilà. Et elle se situe au niveau des étoiles qu'on appelle les trois rois. Alors est-ce que c'est elle? On voit pas très bien là, je vais reculer. Ouais, voilà, c'est ça. Elle se situe près de Alnitak. Voilà. Et il s'agit du... Alors son nom est un peu barbare, son nom de code IC434, mais elle est beaucoup plus connue sous le vocable de nébuleuse à tête de cheval. Alors comme on a un petit peu changé d'angle, la tête de cheval on la voit plus trop, mais j'arrive à la retrouver quand même. Voilà.
je vais mettre un angle qui va vous permettre de vraiment l'apprécier. Voilà, je vais rajouter de la luminosité. Voici la fameuse nébuleuse à tête de cheval. Donc c'est assez flagrant hein, quand même, cette tête de cheval. Donc c'est une nébuleuse obscure, c'est-à-dire que c'est de la poussière sombre qui cache la lumière en fait, hein, des étoiles en arrière-plan qui éclairent la nébuleuse d'hydrogène. Il y a de la poussière sombre à cet endroit-là qui bloque la lumière. Et d'ailleurs, en général, les régions de poussière sombre, quand ils sont tout petits, en tout cas, c'est ce qu'on appelle des globules. C'est à l'intérieur de ces petits sacs de poussière sombre qui sont très froids que les étoiles vont naître. C'est assez étonnant, mais en fait, pour que la matière tombe, que les gaz tombent les uns sur les autres, enfin que les atomes de gaz tombent les uns sur les autres de manière à créer une étoile, il faut en fait que la température soit très très basse, parce que sinon la chaleur s'oppose à la gravité. En fait, la chaleur, ouais, c'est une merveille. Hein. La chaleur s'oppose à la gravité. D'ailleurs, tiens, c'est peut-être l'occasion de parler de ce qui se passe vraiment au cœur d'une étoile. Donc je vous dis, oui, pour qu'une étoile naisse, il faut que les gaz soient très froids afin qu'ils tombent les uns sur les autres. Parce que la chaleur, ça fait gonfler. Vous savez sans doute, quand on met un gâteau au four, il gonfle. Et ça, c'est vrai partout dans l'univers. Les lois de la physique sont les mêmes partout. La température, c'est une agitation des molécules. Et donc, ça dilate l'espace qu'il y a entre les molécules. Et c'est justement ce qui se passe au cœur d'une étoile. Notre Soleil, actuellement, il est dans la phase principale de sa vie. Il va vivre comme ça encore 5 milliards d'années, je vous disais. Et en fait, il est à l'équilibre parce que au cœur du Soleil se joue une lutte. D'une part, il y a la chaleur qui la fait gonfler, qui est ce qu'on appelle la pression de radiation, c'est-à-dire que la chaleur, la convection qui dirige vers l'extérieur repousse les couches extérieures du Soleil. Il gonfle, quoi. Il gonfle. Sauf que la gravité fait exactement le contraire. La gravité va le comprimer, va faire que la matière va être dirigée vers le centre, et toute la... Ah ouais, d'accord. Ok, je me doutais que ça risquait d'être le cas. Attends, voyons si je peux couper. Ah oui, voilà. Hop, c'est bon. Là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Confirmez-moi que vous m'entendez. Très bien. Bon, alors vraiment, je comprends pas pourquoi tout à l'heure on m'entendiez plus quand j'ai coupé le son. C'est vraiment bizarre. Mais bon. Donc, oui. En fait, il faut imaginer un bras de fer. Voilà. On a un bras de fer avec un bras, c'est la pression de radiation qui pousse l'enveloppe du Soleil vers l'extérieur, et l'autre bras, dont la force est vraiment équivalente au premier, c'est la gravité qui comprime l'étoile. Donc, tant que tout ça est équilibré, l'étoile n'a pas de problème. Elle est dans ce qu'on appelle la séquence principale, que je peux vous montrer rapidement d'ailleurs. Ok, merci. Que je peux vous montrer avec le diagramme. Voilà, ce qu'on appelle la séquence principale, c'est ce que vous voyez là. Avec en bas à droite les étoiles rouges très peu chaudes à 2000 degrés, 3000 degrés, et puis tout en haut à gauche les étoiles bleues au contraire très chaudes. Et à un moment donné, l'étoile, parce qu'elle ne va plus avoir assez de carburant, parce qu'elle ne va plus avoir assez d'hydrogène ou assez d'hélium, ou ça dépend de la nature de l'étoile et le stade où elle en est, elle va arrêter de produire de la chaleur, et là la gravité va gagner le combat, et la gravité va la comprimer. Et suivant la masse qu'il y avait au départ dans l'étoile, elle va ou devenir une naine blanche, justement, que vous voyez en bas à gauche là sur le diagramme, ou éventuellement exploser, ou devenir un trou noir, ou voilà. C'est ça qui va se passer, ou éventuellement, d'ailleurs, c'est assez complexe en fait quand on y pense. Éventuellement, après s'être comprimé une première fois, en fait, comme son cœur va augmenter, la température de son cœur va augmenter à cause de cette compression. Elle va passer à un autre stade, un stade de géante. Ça va être le cas du Soleil. Avant de devenir une naine blanche, il va se comprimer une première fois. La température de son cœur va atteindre environ 150 millions de degrés, et grâce à cette nouvelle température gagnée par cette compression, il va fusionner un autre élément qui est l'hélium, et ça va le faire gonfler, devenir une géante rouge, et c'est là qu'il va entrer dans la toute dernière phase de sa vie. Voilà, donc les étoiles vont passer d'un stade à un autre en naviguant sur cette séquence principale. Et d'ailleurs, alors ça c'est un diagramme un peu plus, entre guillemets, sérieux.
on va appeler ça comme ça. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que il y a une vidéo que j'ai vraiment très envie de vous montrer. Donc vous voyez, ça c'est le diagramme un peu plus professionnel, on va dire, hein, mais qui montre toujours la même chose, hein. En bas à droite, on a les petites étoiles rouges, à gauche, on a les étoiles très chaudes. Et bien en fait, ce diagramme, on peut le recréer uniquement avec les étoiles comprises dans ce qu'on appelle un amas globulaire. Alors je vais enlever ma tête. Et voilà, on est dans l'amas globulaire de Oméga Centauri. Donc on voit énormément de petites étoiles entre guillemets normales comme le Soleil ou autres, quelques étoiles bleues géantes et super géantes, quelques étoiles rouges géantes et super géantes. Et vous allez voir qu'en répartissant les étoiles en fonction de leur température, on recrée exactement le diagramme que je vous ai montré avant. Ça, c'est une vidéo qui est hyper pédagogique, qui a été faite par l'ESO. Et la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, waouh, quel génie! Mais vraiment, quel génie! On retrouve exactement le fameux diagramme HR. Voilà, la fameuse séquence principale des étoiles. Vous le connaissiez, j'imagine, ceux qui sont sur le chat? Voilà, donc les naines blanches. Et ensuite, on retrouve les étoiles disposées aléatoirement, on va dire, dans leur amas globulaire. Ok. Ah, tu connaissais pas Jean-Baptiste? Ah, c'est incroyable, hein. Cette vidéo, elle est juste folle. C'est vraiment un coup de génie de s'être demandé si, tiens, est-ce que par hasard, ouais, tu découvres, ouais, c'est vraiment super. Est-ce que par hasard, dans un amas globulaire, on retrouverait pas la bonne proportion d'étoiles pour faire le diagramme? Eh ben si. Donc, voilà, on retourne sur notre nébuleuse tête de cheval et on approche un petit peu de la fin. Ah, je voulais vous montrer quand même des étoiles comme Vega et Altaïr. Ouais, ça va prendre 2 secondes. Je vais quand même vous montrer ça. Donc, c'est des étoiles très connues. Si je reprends la Terre, tiens, on va revenir face à la Terre. Alors, on fait que 1400 années-lumière de voyage, hein, c'est rien du tout. Voilà, j'enlève un petit peu de luminosité. Donc, c'est notre jolie planète. Et alors, on va aller prendre l'aigle et la lyre. Ah ouais, on est dans une position qui me perturbe. Moi, j'aime bien avoir le nord au-dessus de ma tête et le sud en dessous de mes pieds. Je suis très terrien, en fait, c'est assez rigolo. Euh, donc, voilà, le cygne. Alors, on va s'orienter un petit peu. Et l'aigle. Et donc, on a la lyre juste au-dessus. Voilà. Donc, on se dit que les étoiles, c'est rond. Évidemment, le soleil, c'est quand même un des trucs les plus ronds que vous puissiez voir de votre vie, hein. Il est aplati, alors j'avais fait le calcul d'1 centimètre tous les 100 000 centimètres. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Il est vraiment très très rond. Et donc on peut se dire que les étoiles sont toutes parfaitement rondes. Ben, c'est pas du tout le cas. Parce que si on prend des étoiles qui tournent très très vite, eh ben elles sont pas rondes du tout. C'est le cas de Vega par exemple, hein, qui est une étoile qui fait environ 2 fois la masse du Soleil, qui est à 20 années-lumière. Et cette étoile, alors là vous êtes en train de vous dire, mais il débloque, elle est complètement ronde. Non, 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 regardez, je la fais tourner et on va se mettre dans le plan de rotation. Hop là. Voilà à quel point Vega est aplati à cause de sa vitesse de rotation. C'est une des étoiles les plus aplaties qu'on connaisse. Donc en fait, à mon avis, elle n'est pas très loin là d'être à la limite. C'est-à-dire que si elle tournait plus vite, elle se disloquerait. L'effet centrifuge serait supérieur à sa cohésion gravitationnelle. Elle pourrait se disloquer si elle tournait plus vite. Et il y en a une qui est légèrement plus... alors là, on est un petit peu loin. Qui est légèrement plus aplatie que ça, et elle n'est pas très loin, justement. C'est Altaïr. Alors, on va aller la chercher directement. Altaïr de l'Aigle. Comment on arrive à mesurer ça d'aussi loin? La vitesse de rotation,
c'est par le spectre. Et donc, regardez. Voilà. Et oui, l'aplatissement. Alors, il est déduit de la vitesse de sa. Alors, je pense, hein, il est déduit de la vitesse et de la densité, mais on a réussi à l'imager, il me semble, hein. Je crois avoir vu des images de Vega et d'Altaïr et de leur aplatissement. Donc voilà, Altaïr est légèrement plus aplati encore que Vega. C'est complètement dingue. Donc voilà, les étoiles ne sont pas rondes. Alors, je m'étais promis de ne pas faire trop long. Du coup... Ouais, du coup, on va faire ça. Je vais vous montrer des étoiles en fin de vie. Alors, il y a ce qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Alors, c'est perturbant, ça, planétaire, hein, parce qu'il n'y a pas de planète vraiment dedans, en fait. C'est que les astronomes de l'époque de Messier, Herschel, etc., je crois que c'est... Je sais plus si c'est Herschel ou Messier qui a donné ce nom-là. Ah, pardon, tu me dis quoi? On arrive à voir les étoiles autrement que... Oui, il y a quelques étoiles qu'on arrive à voir. Bételgeuse, on les a imagées, on fait de l'interférométrie en fait. Donc Bételgeuse a été imagée, Antares a été imagée, Vega il me semble. Bah écoute, c'est marrant que tu demandes ça parce que c'est super. Ça aurait été génial que tu me demandes dans 10 minutes, ça aurait fait vraiment la fin. Comme... Oui, on commence à voir leur surface aussi. Il y en a une autre, tiens, c'est Beta Pictoris, il me semble. Vu que la session prochaine, ce sera sur les étoiles géantes, je vous montrerai les véritables images de surface de Bételgeuse, Antares, etc. Bien sûr. Donc, je disais, voilà, les étoiles en fin de vie, celles qui sont d'une masse modeste, comme le Soleil ou autre, vont finir en naine blanche, mais toute leur enveloppe de surface va être soufflée dans l'espace environnant, va être expulsée en fait parce que l'étoile devenant trop petite, elle ne peut plus contenir toute cette enveloppe autour d'elle. L'image que je prenais quand je faisais les visites au planétarium et autres, je disais, voilà, imaginez, moi je fais 1m76, j'ai des vêtements qui vont avec moi. Si d'un coup je fais plus que 1,76 cm, mes vêtements ils vont flotter autour de moi. Donc de la même manière, les étoiles en fin de vie qui sont devenues naines, voilà, elles ne peuvent plus contenir toute leur enveloppe de surface et donc elles l'expulsent. Donc il y en a une qui est très connue et qui est justement... bah tiens, je vais vous montrer exactement où elle se trouve. Hop. Elle est justement près de Vega. C'est un des premiers objets du ciel profond qu'on essaye de trouver en général quand on débute en astronomie. Moi, c'est une des premières que j'ai réussi à trouver. Elle se situe... Alors, est-ce que je vais y arriver comme ça? Je sais pas, bon, on va faire comme ça. Donc, elle se situe dans la Lyre. Donc, il y a Vega, là, qui est l'étoile la plus brillante de la Lyre, là. Et elle se situe entre les deux étoiles qui sont en bas, là. Donc, c'est une nébuleuse planétaire. Alors, est-ce que je vais arriver à la faire apparaître? Normalement, oui. Pour vous montrer exactement où elle est. Alors, je vais faire autrement. Je vais la faire apparaître, mais comme ça. Voilà. Donc, elle s'appelle M57, Messier 57. C'est le 57e objet du catalogue Messier. Alors, si je fais ça, est-ce que ça marche? Je me suis fait avoir, mais c'est pas grave. Je vais quand même arriver à l'avoir, je pense. Oups, pardon. Voilà, donc on va s'approcher de cette nébuleuse. Je vous dis, c'est une des premières qu'on peut trouver au télescope parce que voilà, elle est entre deux étoiles quand même assez visible et elle est entourée d'un petit astérisme, on va dire, qui est facilement repérable. Donc voilà. Voilà cette étoile, cette nébuleuse telle qu'on la voit. Alors je peux augmenter un peu la luminosité pour en profiter encore plus. Voilà. Donc il y a un halo d'hydrogène autour d'elle, donc on l'appelle la nébuleuse de l'anneau, parce que bah, voilà, on voit assez bien cet anneau. Alors au télescope, à moins d'avoir des filtres particuliers, on ne verra pas les halos vraiment ronds.
Je vais vous montrer vraiment ce qu'on voit. Voilà, on voit ça en fait au télescope sans les couleurs, à moins vraiment d'être à la montagne ou autre. Moi, j'ai jamais vu de couleurs. Tu as déjà vu toi sans faire de photos, Cielmania, les couleurs de la nébuleuse de l'anneau? Je pense pas. En général, on voit du gris, on voit des dégradés de gris. Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est autour là de l'hydrogène. Ensuite, on a un petit peu de carbone et d'azote. Et ouais, non, oui, ça m'étonne pas. À part avec les télescopes qui font de la couleur maintenant, hein, comme Unistellar et autres. Et au centre, là, on a de l'oxygène ionisé, doublement ionisé même, il semblerait. Donc c'est en général la dernière matière que créent les étoiles de type solaire avant de mourir. Si elles sont un peu plus massives, elles peuvent créer aussi un petit peu de carbone, enfin créer, synthétiser. Mais voilà, c'est parmi les derniers atomes qu'elles arrivent à fabriquer dans leur cœur avant de s'épuiser totalement et de mourir. Et en fait, ce qui est assez génial là avec Space Engine, c'est que on peut tourner autour. Et donc voilà probablement à quoi elle ressemble vue de côté. Donc on a deux lobes et un genre de donut en fait. Et donc au centre, on a une naine blanche. On la voit, on la distingue un petit peu, hein, elle est là. Voilà. Et il y en a une autre très 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 belle. Alors ça, ouais, c'est une étoile quand même, enfin une nébuleuse, pardon, je raconte vite fait sa vie quand même, qui est morte il y a, enfin qui est morte, l'étoile est morte il y a environ 2-3 000 ans, elle a expulsé cette matière il y a 2-3 000 ans. Les gaz que vous voyez là se dispersent très très vite dans l'espace, hein, plusieurs centaines de kilomètres par seconde je crois, et donc dans quelques centaines d'années, milliers d'années, on verra plus rien quoi. Elle fait 2 années-lumière de diamètre quand même, donc c'est une nébuleuse qui est grande comme 2 fois le système solaire environ. Et il y en a une autre qui lui ressemble beaucoup et qui est très belle aussi, et qui a une particularité, qui est, alors je sais plus si c'est dans le Verseau ou le Cancer, Helix, j'ai un doute. Jean-Baptiste, Helix, Verseau ou Cancer? C'est le Cancer je crois. Ah oui, on a un point de vue étrange, alors hop, là on recule, voilà. Voilà, cette magnifique nébuleuse que certains ont appelée, un petit peu pompeusement peut-être d'ailleurs, l'œil de Dieu. Bon, c'est vrai que ça ressemble à un œil quand même, hein. On va reconnaître que c'est vrai que quand on voit ça, on voit un œil. C'est pas faux. Et donc on a à peu près la même configuration, hein. On a de l'hydrogène autour et au centre on a de l'oxygène. Mais elle, je vous disais, elle a quelque chose de spécial. On va aller dedans et vous allez voir. Ah pardon, je suis allé trop vite. Hop. Alors, on va aller à l'intérieur. Merci. Ouais, il est puissant Space Engine, hein. Au début, il n'est pas évident à manier, mais quand on connaît un petit peu le ciel et qu'on sait à peu près où on veut aller, c'est très impressionnant. Et donc à l'intérieur de cette nébuleuse, il y a des filaments cométaires. Alors cométaires, ça fait penser à des comètes. C'est pas vraiment des comètes. Ils peuvent être très très grands, hein. Ils peuvent faire la moitié d'une année-lumière, ces trucs. Ils sont vraiment très impressionnants. Donc c'est ce que vous voyez en rouge, hein. Et, euh, et alors c'est très drôle parce que tout à l'heure je vous ai dit, pour l'anecdote, voilà, qu'on appelait ça des nébuleuses planétaires alors qu'il n'y a pas de planète en fait qui se forme dedans. Moi quand j'ai débuté euh, dans la médiation scientifique, je connaissais pas mal de trucs, surtout sur la relativité générale, sur la physique, et pas forcément sur l'astronomie vraiment observationnelle. Et j'ai appris plein de choses. Et par exemple, les nébuleuses planétaires, je savais pas vraiment comment elles se formaient. Et comme elles s'appelaient planétaires, moi je croyais qu'il y avait des planètes qui se formaient dedans. Donc j'ai dit ça les quelques premières semaines où je travaillais jusqu'à ce qu'on me reprenne. Et puis un jour, je suis tombé sur une étude et qui parlait justement d'Helix, de cette nébuleuse, et qui parlait de ces filaments.
et qui disait qu'en fait une étude voilà, avait été faite et montrait que des planètes géantes pouvaient se former dans ces filaments de gaz, qui avaient assez de matière pour ça. Alors la question après c'est est-ce que la dynamique le permet, hein? Est-ce que les gaz qui sont en expansion ne sont pas justement dans une expansion trop rapide pour permettre l'effondrement gravitationnel, etc., et l'accrétion, ou l'accrétion. Mais voilà, finalement, dans certaines nébuleuses planétaires, il se pourrait que des planètes puissent se former. Alors, bah voilà, on a quasiment terminé. J'ai un ou deux trucs sympas à vous montrer. On n'a pas tout à fait 1 heure, ça va, je suis dans les temps que je m'étais accordé. Pour rester dans les objets très compacts et très petits, et puis en même temps pour faire le lien peut-être avec la session prochaine, j'ai envie de revenir sur quelque chose de très étonnant. En 1995, Michel Mayor, dans l'Observatoire de Haute-Provence, a découvert la première exoplanète autour d'une étoile de la constellation de Pégase. Et donc, cette planète a été appelée 51 Pégasi b. Mais 3 ans plus tôt, 3 autres planètes, exoplanètes, avaient été identifiées. 51 Pégasi b, joli nom, en effet. Bonsoir Tars, et bonsoir Foxweather, pardon, je vous ai pas dit bonsoir, j'étais concentré sur ce que je disais. Bienvenue à vous. Donc je disais, voilà, en 92, 3 ans avant la découverte, salut, la découverte de 51 Pégasi b par Michel Mayor et son doctorant d'ailleurs, Kenose, je crois, Didier Kenose. En fait, 3 exoplanètes avaient déjà été identifiées, mais pas totalement avérées. Il y avait des doutes. Et il y avait notamment des doutes parce que ces exoplanètes étaient autour de quelque chose qui ne permettait pas d'imaginer qu'elles puissent exister. Elles étaient autour d'un pulsar. Alors, je ne vais pas tout vous raconter sur les pulsars parce que je vais garder ça pour la prochaine fois. Mais disons que voilà, quand les étoiles d'une masse plus importante que le Soleil meurent, explosent en supernova, par exemple par effondrement de cœur, comme ça sera probablement le cas de Bételgeuse, d'Antares, d'étoiles comme ça. La compression due à la gravité va bien au-delà de la naine blanche. L'étoile est comprimée pour être encore plus petite qu'une naine blanche, donc encore plus dense. Mais quand même pas suffisamment pour devenir un trou noir. Il y a quelque chose qui empêche l'effondrement d'être continu. C'est de nouveau une pression de dégénérescence, celle des neutrons. Bon, j'entrerai pas dans les détails, mais toujours est-il qu'au lieu d'avoir quelque chose de la taille de la Terre avec la masse d'une étoile comme le Soleil, on a quelque chose qui fait 20 km. 20 km avec 1,5 fois la masse du Soleil. Le Soleil fait 1 380 000 km de diamètre. Là, on a quelque chose qui fait seulement 20 km de diamètre ou 28 km de diamètre dans le cas de Licht. Rien que son nom, je l'adore, Licht. Et donc, ce pulsar qui tourne à une vitesse complètement dingue, parce que c'est tout le principe des pulsars, hein. Comme l'étoile avait une certaine vitesse de rotation, comme elle s'est effondrée et qu'il en reste plus que 28 km, voilà, elle ne va pas tourner plusieurs fois par mois, elle va tourner plusieurs centaines de fois par seconde. On peut avoir ce qu'on appelle des pulsars millisecondes. Celui-ci, ouais, c'est ça, c'est un neutron géant, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça une étoile à neutrons. La matière est totalement comprimée à l'intérieur, il n'y a plus d'espace quasiment. Il n'y a plus de vide, hein, parce qu'on sait que les atomes sont faits de vide. Là, le vide, il est complètement comprimé. Tous les électrons sont tombés sur les protons. Il n'y a plus que des neutrons. Et en fait, ce truc, il est tellement dense qu'une cuillère à café de ça, ou un dé de ça, 1 cm3 de cette matière d'étoile à neutrons, pèse 1 milliard de tonnes. 1 milliard de tonnes. Alors, si vous comptez plutôt en porte-avions, parce que c'est plus facile de compter en porte-avions, ça fait 10 000 Charles de Gaulle environ. Dans un cube comme ça. 10 000 Charles de Gaulle là-dedans. Voilà. Et là où c'est complètement dingue, c'est que autour de ce truc-là, on a trouvé
3 exoplanètes. Et donc à l'époque où elles ont été découvertes, on s'est dit non, mais non, ils ont déconné là, les astronomes, c'est pas possible. En plus, alors si je dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie, hein, mais je l'ai lu il y a pas longtemps, ces exoplanètes ont été déduites justement de la rotation de l'étoile à neutrons. Elle avait une rotation qui impliquait qu'il y avait des objets en orbite autour. Donc on peut aller se poser sur Drogue. Alors elles ont des noms géniaux ces exoplanètes. Il y a Poltergeist, Drogue, et la troisième c'est Phobétor. Alors ça je sais pas ce que c'est. Ouais. Par la vitesse radiale du coup. Et voilà, on va se poser sur Drogue. Hop. Ouais, c'est la classe, hein. Non, mais ce qui est encore plus classe, c'est qu'elles ont été confirmées par la suite. Donc, alors, c'est pas que je voudrais. Tiens, je vérifie un truc si j'ai pas fait. Et voici. Alors, il faut que j'enlève ça parce que des fois j'ai un petit bug. Voilà. Alors, loin de moi de l'idée de dire que Michel Mayor mérite pas son prix Nobel, etc. Évidemment, il le mérite, il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais voilà, il y a une sorte de petite injustice quand même à ne pas rappeler. D'ailleurs, je connais pas le nom du gars. Enfin, je l'ai lu. Hein. Je sais pas si c'est pas un Russe. D'ailleurs, je sais plus. Et ouais, c'est ça le truc. Bah écoute, on va regarder à quelle distance elles sont. Donc je trouve dommage quand même qu'on ne rappelle pas plus souvent quand on parle de l'incroyable découverte qui est celle de Michel Mayor, d'avoir découvert la première exoplanète. C'est réellement extraordinaire. Ça a ouvert un monde totalement nouveau. Ça a permis d'intéresser les gens aux exoplanètes. Moi je le vois quand je donne je fais du périscolaire pour les petits, par exemple en astronomie, en primaire. Les exoplanètes, ça fait partie des sessions qui les intéressent le plus. Donc ça a énormément intéressé le public. C'est vraiment génial. Mais c'est quand même dommage qu'on on sache pas plus que en fait, elles avaient été découvertes aussi auparavant. Même si elles ont été confirmées après, on a quand même découvert 3 exoplanètes et en plus autour d'une étoile qui a explosé. Donc c'est pour ça que les astronomes n'y ont pas cru. Hein. La communauté astronomique s'est dit non mais là c'est juste pas possible quoi. Autour d'un pulsar, il faut arrêter. Donc voilà, on est sur Drogue. Alors je vais enlever les petites infos. Et voilà, là, on reçoit la lumière d'un pulsar, donc vous remarquez que c'est pas beaucoup. Hein. Oui, Tars, tu m'as l'air d'être bien informé. Je ne sais pas qui tu es, mais alors du coup j'ai un petit doute. Je me demande si par hasard tu n'aurais pas été convié par Marion Parisis. Je sais qu'elle a prévenu une partie de ses connaissances. Et tu m'as l'air de bien t'y connaître sur le sujet. Docteur Thomas Fauchez, son nom me dit rien, je vais le noter. Remarque, j'aurai encore accès au chat après, je pourrais noter ça. Ouais, je regarderai bien sûr. Donc voilà, on a trouvé des exoplanètes qui ont survécu l'explosion d'une étoile. C'est complètement fou. On a aussi découvert des exoplanètes autour de naines blanches. Donc c'est quand même très étonnant. Pareil, hein, c'est une naine blanche, vous avez vu les nébuleuses planétaires. Hein, donc voilà, je répète pas tout ce que j'ai dit, mais par un poste. Ah d'accord, voilà. Merci beaucoup au boulot de Jean-Baptiste de Cielmania qui est toujours parmi nous. D'accord, super. Sur Web Astro, j'imagine. C'est cool. On en a aussi découvert autour de naines blanches. Donc c'est complètement fou, mais certaines planètes peuvent résister à la mort de leur étoile. Merci Cielmania. Voilà, écoutez, on est à peu près arrivé au bout. Bon, après, c'est peut-être dommage, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. On peut se faire un dernier truc sympa quand même. C'est pas tout à fait dans le thème, mais bon, c'est pour le plaisir. Je repars depuis la Terre parce que j'aime bien quand même montrer où se trouvent les trucs où je vous emmène. Et on peut se prendre les Pléiades, que tous les astronomes amateurs connaissent. C'est le premier truc qu'on peut observer quasiment, hein, parce que c'est après les planètes, on va dire, vu qu'on les voit à l'œil nu. Et on peut aller dans les Pléiades. Alors là, par contre, ce que je vais vous montrer, hormis les étoiles, bien sûr, qui sont absolument réelles, mais je vais vous emmener sur une exoplanète dans les Pléiades. Alors là, par contre, c'est procédural, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la preuve qu'il y a des trucs là-bas. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Et oui, on a commencé à 21h. Bon, je fais durer un peu pour toi, Tars. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de planète là-bas, mais à ma connaissance, on ne les a pas découvertes, et en tout cas,
de l'époque où le logiciel a été codé, ce qui n'est pas très vieux, hein, mais en tout cas au moment où il a été codé, on n'avait pas découvert d'exoplanètes là-bas. Donc elles sont ce qu'on appelle procédurales, c'est-à-dire qu'elles sont voilà, gérées par, on va dire, une intelligence artificielle du logiciel. Donc je prends les Pléiades, donc dans la constellation du Taureau. Donc c'est un amas ouvert, hein, les Pléiades. Alors ça fait toujours rire les jeunes, même collégiens ou autres, hein, quand je leur dis que c'est des étoiles jeunes qui ont 100 millions d'années. Bon, voilà, ça fait bien rire, mais bon, voilà, vous savez que 100 millions d'années pour des étoiles comme le Soleil ou autre, c'est vraiment très très peu. Donc elles sont encore dans leur gang nébuleuse, elles sont dans le reste de la nébuleuse qui les a vues naître, hein, c'est le gaz bleu qu'on voit là. Donc il y a Alcyone, Maya, etc. Et on peut aller à l'intérieur, donc on peut déjà voilà, regarder, pardon, ce bel amas globulaire comme ça. Ce bel amas ouvert, pardon, j'ai amas globulaire, vous savez, je commence à fatiguer. C'est un amas ouvert, pardon, pas globulaire, il n'est pas assez dense. Et on peut aller se poser sur, par exemple, elle. On va se rapprocher. Alors, on va pas se poser direct sur l'étoile, mais on va voir s'il y a des planètes qui orbitent autour. Voilà, c'est le cas. Donc je répète, hein, que c'est des planètes procédurales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été réellement découvertes. C'est juste qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a des planètes ici, donc on peut aller en prendre une. Alors je prends vraiment au pif, hein. Tiens, je vais faire apparaître les infos. Aquaria froid et aride. Ah tiens, moins 120 degrés. Ah, c'est étonnant, parce qu'en général, c'est des étoiles bleues, donc les planètes qu'il y a autour, elles sont toutes cramées. Ok, alors est-ce que c'est joli? Si c'est pas joli, je vais en prendre une autre. Ah tiens, il y a un petit champ magnétique, on peut voir des aurores. Allez, on va se cracher gentiment. Tiens, on va aller se mettre sur de la neige. Allez. Oh, un petit dôme de neige. Hop là. Voilà, on est dans les Pléiades. On pourrait passer la nuit ici, hein. Ah oui, alors je me suis rendu compte d'un truc amusant. Tiens, je vais vous emmener là-bas pour terminer. Il y a un satellite autour d'une planète dans les Pléiades, donc procédurale, hein, je répète, qui voilà, offre une éclipse. On peut terminer là-dessus, c'est assez sympa. Donc on est toujours dans les Pléiades. Et hop là, voilà. On a une belle vue sur la Voie lactée et on a une belle vue sur la Carène. Et voici. Voilà, une nuit dans les Pléiades avec, bah tiens, nébuleuse d'Orion à gauche, la flamme et la tête de cheval là. Et ici, ça doit être la California, je pense. Chouette vue, hein. Tiens, voyons si je dis une bêtise ou pas. Est-ce que c'est bien la California? Ah. Ouais, c'est ça. Et bien voilà. Ben, je vous remercie tous ceux qui sont passés nous voir. Et puis merci encore Cielmania d'avoir fait un peu de pub, c'est chouette. Donc ben voilà, prochaine session, jeudi prochain, sur les étoiles géantes. Donc ben, cette fois-ci, on aura des trous noirs. Enfin, je crois que j'en ai quasiment jamais montré. Ou si, peut-être parmi les toutes premières sessions que j'ai faites, je crois la toute première fois ou les deux premières fois, qu'on peut trouver d'ailleurs sur YouTube, hein, pour ceux que ça intéresse, sur notre espace aussi, hein. Il y a le lien de toute façon sur le Twitch. Ouais, il y a le lien, ouais, je crois. Sinon, je le mets là, pour ceux que ça intéresse. Hop. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur Twitch, ça reste une semaine. Ensuite, il faut que je les enregistre d'une autre manière, parce que c'est viré pour pas prendre trop de place. Et donc, voilà, j'ai créé une petite chaîne YouTube qui s'appelle Notre Espace aussi. Mais alors, je suis pas le seul à m'appeler Notre Espace. Du coup, voilà, je préfère mettre le lien, parce qu'on tombe pas toujours sur moi. Voilà, il y a, je sais pas, 4 ou 5 vidéos, dont une conférence avec Bloody Sunday.
une très belle conférence sur la naissance de l'astrophysique, sur Galilée et Kepler. Et voilà, et j'aurai des invités aussi pour les sessions prochaines. On devrait en faire une avec Jean-Baptiste, avec Selmania. Voilà, je pense dans deux jeudis, j'aurai un invité et je continuerai ensuite comme ça, assez régulièrement, à recevoir des gens. Donc voilà, merci à tous. Semaine prochaine, Étoile géante, Betelgeuse, Stephenson, tous ces étoiles de fou. Salut Mythisman, merci d'être passé. Je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent à la fin, c'est dommage. Mais venez jeudi prochain et puis n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Merci à tous et bonne soirée, à bientôt. Merci Fox Weather, avec plaisir.